Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'affaire du Sahara. Le 6 novembre coïncide avec le 44e anniversaire de la Marche verte et nous avons observé des développements positifs durant les dernières semaines en ce qui concerne l'affaire du Sahara. Le Conseil de sécurité a accepté de proroger d'1 an le mandat de la MINURSO à compter du 1er novembre, ce qui constitue un progrès significatif. Et lors des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre dernier, le secrétaire général, Antonio Gutiérrez, et plusieurs dirigeants du monde ont réaffirmé la centralité du rôle des Nations Unies dans le règlement de ce vieux conflit. Reaffirmed the central role of the United Nations in resolving this long-running conflict. Le secrétaire général Gutiérrez a déclaré que la priorité de l'institution onusienne est de maintenir l'engagement pour régler cette affaire du Sahara cette année. Dans le même temps, la recherche se poursuit pour trouver le nouvel envoyé spécial qui succédera à Horst Köhler, qui a démissionné au mois de mai 2019. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons scruter les derniers développements de l'affaire du Sahara à la lumière de son anniversaire historique. Quelle chance pour maintenir l'engagement afin de régler ce conflit? Quels sont les développements relatifs au plan marocain d'autonomie? Et que signifie le soutien grandissant à ce plan marocain pour faire face aux manœuvres du Polisario en vue d'arriver à l'indépendance et à l'autodétermination? Et pour finir, quelle est la situation actuelle dans laquelle se trouve le Polisario après toutes ces années où il a perdu le soutien populaire interne, mais aussi le soutien diplomatique à travers le monde? Avant de répondre à toutes ces questions, on écoute l'analyste de l'émission, J.D. Gordon, qui nous donne un aperçu sur ce sujet. À vous, J.D. Thank you, Adam, for that kind introduction. Yes, the MINURSO mandate has been extended by the United Nations for 1 year. Merci Adam pour cette introduction. En effet, le mandat de la MINURSO a été prolongé par l'ONU pour 1 an supplémentaire alors qu'il avait été renouvelé les 2 dernières fois pour 6 mois seulement. Mais là, nous sommes revenus à la période normale, c'est-à-dire 1 année pour permettre aux parties d'avoir suffisamment de temps pour parvenir à un accord. Je crois que c'est une bonne chose. À l'époque de l'ex-conseiller à la sécurité nationale John Bolton, il y avait une intention pour un renouvellement pour 6 mois seulement, mais la donne a changé après son départ et la nomination d'un nouveau conseiller à la sécurité nationale. Nous sommes donc revenus à l'ancienne durée de renouvellement. Ce renouvellement a coïncidé avec le 44e anniversaire de la Marche verte. Quand 350 000 Marocains ont marché sur le Sahara, qui était sous occupation espagnole et plus précisément le 6 novembre 1975. Ce qui a consolidé la conviction de l'Espagne qu'il n'était plus raisonnable d'occuper le Sahara, la poussant à céder les terres au Maroc et à la Mauritanie. Mais malheureusement, le Maroc et la Mauritanie ont été confrontés à une guerre des gangs menée par le Polisario et son soutien à l'Algérie à travers l'accord donné au front pour lancer des attaques depuis le territoire algérien. Une situation que le Maroc a gérée pendant 16 ans. C'était un épuisement terroriste pour le Maroc, mais aussi pour les habitants du Sahara que le Polisario prétend représenter aujourd'hui. C'était un épuisement pour tout le monde. Par conséquent, les Nations Unies ont créé la MINURSO pour s'assurer du respect du cessez-le-feu. La MINURSO était de taille réduite, ne dépassant guère les 240 personnes, représentant des pays comme le Bangladesh, l'Égypte, le Pakistan et d'autres pays. Ce n'est pas une grande force, mais elle a cependant prouvé qu'elle était capable de garantir le respect du cessez-le-feu. Ces dernières années, le Polisario a connu une vraie décadence diplomatique. Backers like Algeria, backers like Venezuela and Cuba and Nicaragua in Latin America,
South Africa has also supported the Polisario Front, but these days South Africa has fallen out of. La raison est que ses soutiens principaux sont devenus isolés comme l'Algérie, le Venezuela, Cuba, des pays d'Amérique latine et l'Afrique du Sud, qui commencent à revoir sa position. So the Polisario Front is not doing very well diplomatically. Cela veut dire que le Polisario perd diplomatiquement et le Maroc est sur la voie de présenter une forme Edwin pour l'autonomie des habitants du Sahara s'il n'y avait pas les obstacles dressés par le Polisario sur son chemin en poursuivant son attachement à l'indépendance totale. C'est une solution irréaliste. Fort heureusement, le Maroc a pu se protéger et protéger son peuple et ses ressources au Sahara en édifiant un mur d'une longueur de 2500 km. With a berm, 2,500 kilometer berm that helps protect them there in that region. So as MINURSO extends itself for another year, I think we can look for increased diplomatic engagement, of course, replacing people who have departed from MINURSO and from the United States. Avec le renouvellement du mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire, on peut présager d'une augmentation de l'engagement diplomatique et la réprobation des partis qui n'adhèrent pas à la solution Edwin. Les choses seront bien meilleures avec ce prolongement logique de la durée du mandat de la MINURSO pour une année. Instead of another 6-month installment, because it frankly is kind of a waste of time just to do it every 6 months. Les 6 mois étaient une perte de temps. Je pense que le Maroc continue à négocier de bonne foi et il est le plus écouté, soutenu par les États-Unis et la France dans sa volonté de parvenir à une solution pacifique, définitive et satisfaisante pour toutes les parties. Dans l'affaire du Sahara, il ne s'agit ni d'un problème religieux ni ethnique, c'est un conflit de nature tribale et idéologique. La majorité des habitants du Sahara sont des Arabes, des Amazirs et des musulmans sunnites. Bien plus que cela, ce conflit a une connotation idéologique et économique. Et je suis persuadé que le Maroc en sortira vainqueur parce que sa position est meilleure et avec un soutien international plus important, comme le soutien américain et français, comme je l'ai dit, face à des pays marginalisés, comme l'Algérie, le Venezuela, Cuba et d'autres. Je suis optimiste quant à l'avenir et je pense que la MINURSO accomplit un bon travail et elle poursuivra sur la même voie. Merci Jedi pour cette formidable participation comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial pour parler de l'affaire du Sahara. Notre invité est un expert en sécurité nationale et spécialiste du Maroc. Il a participé à des missions de paix. Le colonel Preston McLaughlin a servi comme officier dans les Marines pendant 27 ans, de 1983 à 2010. Durant son service militaire, le colonel McLaughlin a travaillé en tant que directeur adjoint aux opérations à la direction de la sécurité et des renseignements relevant de l'Agence des projets de recherche avancés de la Défense. C'est un ancien combattant aux opérations Bouclier du désert, Tempête du désert et Liberté permanente. Il est important de relever que le colonel McLaughlin a travaillé en tant qu'observateur auprès de la mission des Nations Unies au Sahara. Il est détenteur d'un bachelor en sciences politiques de l'université de Citadel, sans oublier un magistère en études militaires et un magistère en histoire américaine de l'université George Mason. Enfin, un magistère en études stratégiques de l'école de guerre. Bienvenue, colonel McLaughlin, et nous sommes impatients d'écouter votre décryptage de l'un des plus longs conflits. Il apparaît que nous vivons une nouvelle étape dans cette affaire, puisque nous remarquons une augmentation du nombre de pays soutenant le plan marocain d'autonomie. Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, le mandat de la MINURSO a été prolongé pour 1 an, alors que les 2 derniers renouvellements étaient limités à 6 mois seulement, sur insistance des États-Unis, qui a beaucoup critiqué la MINURSO. Alors qu'on enregistre tous ces développements positifs, il y a eu des effets négatifs sur le Polisario.
comme les perturbations qu'ont connues les clans de Tindouf, puisqu'ils ont commencé à perdre le soutien du peuple à cause de la corruption et de la mauvaise gouvernance, et à cause aussi de leur position qui n'a pas bougé d'un iota, mais aussi à cause de l'isolement international que subissent les plus grands soutiens du Polisario, Cuba, le Venezuela et l'Afrique du Sud. À la lumière de tous ces éléments, est-ce que les conditions sont maintenant réunies pour enregistrer une évolution en 2019-2020 ? Merci Adam. En observant de près la situation actuelle, je pense que l'ancien envoyé personnel Earthscaler a fourni des efforts louables et inédits. Il a réussi à réunir les 4 parties pour discuter et entamer un dialogue pour trouver un cadre préalable à la solution. Durant les dernières années, le roi Mohamed VI a nommé une commission pour se pencher sur le plan d'autonomie. Et je pense que ce plan suscitera beaucoup d'intérêt dans un avenir proche. Si on scrute l'ordre du jour du Conseil de sécurité, tout au long du mois d'octobre, des consultations concernant l'avenir de la région ont eu lieu. Ce sont des indices qui ne trompent pas pour une nouvelle étape. Par ailleurs, on remarque que l'Algérie est moins agressive que les années précédentes. C'est donc une affaire bien compliquée. Pendant la pause, je vous invite à réfléchir à la personne qui serait la plus à même de remplir les critères pour prendre en charge ce dossier et quelles sont vos prévisions. La réponse après la pause. À tout de suite. Bienvenue à nouveau dans votre émission avec le Maroc depuis Washington, dans laquelle nous discutons de l'avenir de l'affaire du Sahara à la lumière des derniers développements et à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Avant la pause, nous avons évoqué l'importance de cette affaire et le rôle de la diplomatie pour choisir un nouvel envoyé onusien. À votre avis, colonel McLaughlin, qui est la personne préférée des États-Unis pour devenir le nouvel envoyé onusien ? C'est une question vraiment cruciale. Je pense que le secrétaire général des Nations Unies souhaite avoir une personne qui soit acceptée par tous les membres du Conseil de sécurité. Et je n'ai eu aucun écho d'un candidat qui aurait le consensus autour de son nom, du moins en coulisses. Mais il faut que ce soit une personne qui ait une vision globale. Lorsque l'ambassadeur John Bolton était conseiller à la sécurité nationale, il avait envie d'être en charge de cette mission. Et je pense que son successeur a eu une expérience à Genève. Par conséquent, il a une idée claire sur le genre de candidat à choisir. Vous avez traité avec le Polisario dans le passé au sein de la MINURSO et en tant qu'expert en guerre contre les rebelles. Je voudrais savoir, où va le Polisario ? Well, in 1991, the world was very different.
Comme vous le savez, en 1991, le monde était bien différent d'aujourd'hui. Les opérations Bouclier du désert et Tempête du désert ont été menées et il y avait un consensus au Conseil de sécurité pour accorder un mandat et imposer un cessez-le-feu et réaliser la mission. À cette époque, l'ancienne garde responsable de la création du Polisario était présente. Son origine remonte à la résistance contre l'occupation espagnole au Sahara. Des pays comme Cuba, le Vietnam, l'Union soviétique et l'Algérie soutenaient le front séparatiste. Mais ces derniers temps, le soutien international au front a régressé parce qu'il ne jouit pas du soutien populaire. À cause de ça, il y a beaucoup de difficultés dans les camps de réfugiés. Beaucoup d'entre eux ont quitté des villes de la région du Sahara et sans doute ont-ils souffert des conditions de vie dans les camps. C'est pour ça qu'ils ne fourniront plus le soutien qu'on observait au cours des 27 dernières années. J'ai un ami qui s'appelle Seth Jones, qui travaille au Centre des études stratégiques et qui a publié un ouvrage intitulé « Les guerres de rébellion » et que j'enseigne dans mes cours. Il parle du lien entre les chances de succès de la rébellion et le soutien extérieur. Mais il est évident que le Polisario a commencé à perdre beaucoup de soutien, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'ancienne garde en Algérie, au vu de la situation politique et de celle du gouvernement, a connu beaucoup de changements. Ils ont maintenant leur propre guerre politique et économique. Partant de là, il faut qu'on se penche sur une solution pacifique. Une paix après l'épuisement basée sur un fondement meilleur pour toutes les parties économiquement et avec une amélioration des conditions sociales en mettant fin aux raisons de l'injustice qui ont conduit à la rébellion. C'est un point très important. Le Polisario a été créé au début comme un mouvement anticolonial dans les années 70. Le monde va de l'avant. Le gouvernement marocain a une orientation plus réformatrice et progressiste. Les peuples du Maroc, d'Algérie et aussi au Sahara ont changé également. Mais le Polisario est resté le même, tel qu'il est, prisonnier du passé et qui compte sur les soutiens de gouvernements d'un autre temps, comme ceux du Venezuela, de Cuba et de l'Afrique du Sud. Ce genre de rupture entre le Polisario, son idéologie et le reste du monde qui vit dans le XXIe siècle, alors que le front vit encore dans le XXe siècle, et si on prend en considération le rôle des forces étrangères dans l'appui aux rebelles du Polisario comme Cuba, le Venezuela, l'Algérie et l'Afrique du Sud, est-ce que vous pensez que les capacités de ces pays et leur volonté de soutenir le Polisario vont diminuer au cours des 2 prochaines années? Je crois qu'il est probable qu'il recule. Si on observe dans toute la région du Maghreb, on se rend compte que le Maroc est un pays pivot. C'est l'axe central des pays de la région. Il a des liens étroits avec l'Europe à travers le détroit. Et je pense que tous les pays de la région aspirent à une croissance économique au XXIe siècle. J'ai le sentiment que ça va anéantir le rôle du Polisario. Le Maroc et l'Europe sont des pays modernes, avec une vision moderne de l'avenir, à l'opposé de l'Algérie et du Polisario, qui paraissent en bien mauvaise posture. Peut-être que les changements en Algérie apporteront quelque chose de meilleur, mais la question qui se pose, c'est quelles sont les possibilités que l'Europe clarifie la situation au prochain gouvernement algérien sur le fait qu'il est temps d'aller de l'avant et d'en finir avec le statu quo et la logique anticoloniale? Je pense que les pays européens peuvent jouer un grand rôle sur ce dossier, surtout la France qui entretient des relations avec le Maroc et l'Algérie. Il y a quelques années, j'ai lu un livre intitulé « Histoire de la guerre d'Algérie » d'Alistair Horn, qui parle de la révolution algérienne. Si on observe la situation politique en Algérie, on s'aperçoit que la classe dirigeante a pris les rênes du pouvoir depuis plus de 30 ans. Ils connaissent en ce moment des changements brutaux.
Ils s'inquiètent de l'isolement à cause de la situation économique. Peut-être qu'il y aura des incitations de l'Europe et d'autres parties concernées pour reprendre le dialogue et parvenir à une solution qui soit acceptée par toutes les parties. Et je pense que la clé de tout cela est le changement des calculs de l'Algérie. Sans l'Algérie, tout serait terminé pour le Polisario. De même que le soutien du Pakistan aux talibans, le Polisario a besoin de l'Algérie comme couverture politique et financière. J'ai été choqué en recherchant comment l'Algérie pourrait changer sa position, en découvrant que les Algériens eux-mêmes s'interrogent sur l'effort fourni par leur gouvernement pour servir des idéologies du passé. J'ai été très étonné également en lisant ce qu'a dit Ammar Saadani, l'ancien secrétaire général du FLN, le parti au pouvoir en Algérie. Il a condamné publiquement la décision de l'Algérie de soutenir et de financer le Polisario. Je cite textuellement ses propos. Je pense que la question du Sahara doit prendre fin et que l'Algérie et le Maroc doivent ouvrir leurs frontières et normaliser leurs relations. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans des hôtels de luxe, doit revenir aux villes algériennes. Fin de citation. Nous sommes là devant un dirigeant politique algérien qui dirigeait le Front de libération nationale, qui dit que le Maroc et l'Algérie ont besoin de travailler ensemble. C'est similaire à ce qu'a dit le roi Mohamed VI dans le discours de la fête nationale cette année, dans lequel il a souligné la nécessité d'ouvrir un dialogue et d'ouvrir les frontières. Que doit-il se passer en Algérie pour voir arriver une réponse favorable à l'initiative du roi et à ce que pensent les Algériens eux-mêmes ? Quand vous observez la situation actuelle, l'un des problèmes après la démission du président Bouteflika, c'est qu'il y a un président par intérim et la majorité du peuple ne le considère pas comme étant un président légitime. Il y a aussi le premier ministre de l'ancien gouvernement et je pense que les Algériens attendent un changement au sein de la classe politique. Peut-être des élections générales ou quelque chose qui fasse progresser la situation. Vous savez, ils sont extrêmement attentifs à ce qui se passe autour d'eux comme mouvement au XXIe siècle. Regardez de près ce qui se passe au Liban ou en Irak. Les gens manifestent parce qu'ils veulent changer le gouvernement et en finir avec la prévarication et les problèmes du gouvernement. Parlez-nous de la diplomatie. Comment va-t-elle interagir avec le plan marocain d'autonomie ? La majorité des observateurs réalistes admettent que c'est la seule voie et la plus appropriée pour régler cette affaire. L'idée de l'autodétermination et l'idée de l'indépendance ne sont pas réalisables et sont illégales au vu de l'histoire et du droit. Par contre, le plan d'autonomie offre la meilleure solution pour les peuples de la région. À votre avis, comment peut-on transformer cet engagement en un réel mouvement sur le terrain ? When King Mohammed VI put his commission together to study the autonomy plan, quand le roi Mohamed VI a nommé la commission chargée d'étudier le plan d'autonomie, il avait à l'esprit plusieurs autres expériences comme la Catalogne et le Pays basque en Espagne et comment ça a évolué là-bas. Si on parle d'une solution qu'on peut appliquer, je pense que s'il y avait un dialogue avec le gouvernement algérien actuel, les frontières auraient été ouvertes plus rapidement avec une fluidité du commerce de part et d'autre de la frontière. Il y a une vision pour protéger le commerce entre les deux pays.
Quand on place le curseur sur la région du Sahara, il faut la doter d'infrastructures de base nécessaires dans le futur. Et c'est un travail laborieux. Oui, c'est une mission phénoménale. Pour finir, parlons des États-Unis et de leur rôle dans la création d'une force d'attraction pour régler cette affaire. Est-ce que vous pensez que le Congrès américain est un acteur important, ou bien le dossier du Sahara est plutôt entre les mains de la Maison-Blanche et du département d'État? Et puis, est-ce que vous croyez que les États-Unis utilisent leur capital politique pour soutenir les efforts du secrétaire général de l'ONU en vue de maintenir l'engagement sur ce dossier? Je crois que par le passé, quand l'ambassadeur John Bolton était conseiller à la sécurité nationale, il jouait un rôle dans les coulisses et je pense que les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, aimeraient voir un succès. Je pense aussi que le département d'État a un rôle de premier ordre. Je dirais que le Congrès n'a pas remarqué que nous sommes dans une situation moins exposée après que tous les pays concernés par la question du Sahara se soient réunis. Et j'imagine que le secrétaire d'État Mike Pompeo pourrait aider à transmettre cet état de fait au Congrès. Chers téléspectateurs, pour résumer ce qui a été dit dans cet épisode, je dirais que je suis d'accord avec le secrétaire général de l'ONU, Gutiérrez. La période 2018-2019 a vu de grandes avancées dans l'affaire du Sahara pour 3 raisons. Premièrement, on avait un envoyé onusien extraordinaire qui a fait avancer les choses en organisant la table ronde de Genève et en persuadant l'Algérie de s'asseoir à cette table. C'est là un pas remarquable. Deuxièmement, il y a une augmentation des pays qui reconnaissent que le plan marocain d'autonomie est la meilleure solution d'un point de vue politique, tout en rejetant l'idée du Polisario. La troisième raison est qu'on commence à observer un recul pour ce qui est de la légitimité du Polisario, de ses capacités et de sa popularité, mais aussi l'affaiblissement de ses soutiens. Parlant de là, on se projette dans l'année prochaine qui pourra enregistrer plusieurs facteurs, si ce n'est des mouvements réels. Tout d'abord, trouver un envoyé fort du secrétaire général de l'ONU, c'est une nécessité. Deuxièmement, la révolte en Algérie sera bénéfique pour le plan marocain d'autonomie parce que nous aurons un gouvernement et un peuple désireux de changement et de progrès en se détachant des liens du passé, en rupture avec l'ancien gouvernement et ses idées dépassées concernant le Polisario. Enfin, toutes les puissances occidentales souhaitent le règlement de ce conflit qui n'a que trop duré. Et il y aura une volonté et un engagement de la part des membres permanents du Conseil de sécurité pour soutenir les efforts de l'ONU. Nous avons une politique extérieure marocaine solide et forte qui prône une solution réaliste en comparaison avec les autres solutions. Bien, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet épisode et merci à notre invité du jour, le colonel McLaughlin. Merci et à bientôt. Merci à vous.